Et ce premier panel sur Africa, dont le thème est l'art de la transmission et de la gestion de carrière, va nous emmener à discuter avec les personnes qui m'entourent ici de toutes les questions de gestion de carrière, de management, mais aussi de développement en tout cas, dans le secteur de la musique, de formation, puisque nous parlerons de transmission. Je suis Luc Maïtoukou, je suis le directeur de Zooculture, et je suis manager d'artistes aussi. Et donc je vais avoir à mes côtés pour cette discussion Moustapha Ndiaye, qui est le président de l'association des managers et agents d'artistes au Sénégal. Merci d'être là. Donc à ma droite, ne sont plus à présenter, Beguti et Didier Awadi, donc du Positive Black Soul, du meeting Positive Black Soul, à qui on a demandé de venir nous partager leur expérience, leur vécu. Et c'est un moment très intéressant et très important parce que vous savez qu'on commence on revit depuis quelques mois des spectacles du PBS et malgré ça, les carrières individuelles continuent aussi. Donc notre panel va se faire sur ces axes-là. Et le premier axe que nous allons essayer de développer, c'est de présenter, c'est le storytelling de PBS. Cela pour introduire justement Beguti, à qui je vais demander de nous faire un storytelling, ce qui va ramasser un peu le tout du PBS. C'est une longue histoire, je sais que tellement d'auteurs sont en train d'écrire, sûrement, mais on va avoir la chance aujourd'hui de l'avoir justement des acteurs de l'œuvre. Ok, l'histoire de PBS, si on devait la raconter en entier, on serait là encore dans 2 jours, donc on va essayer de faire bref. Positive Black Soul, c'est un groupe de jeunes, de nouveaux talents comme nous sommes, qui a commencé en 89, donc au siècle dernier, machallah. Et voilà, c'est la fusion vraiment de 2 groupes qui étaient en compétition. En ce moment, il n'y avait pas énormément de groupes, voilà, et on se rencontrait souvent dans une boîte de nuit qui s'appelait le Sunset Sahel. Il y avait des parties qu'on appelait les matinées, de 18h à 21h, des fois 22h. Et on ne se connaissait pas, mais chacun entendait parler de l'autre. Nous, avec mon cousin, on avait un groupe qui s'appelait The King MCs. Awati avait son groupe qui s'appelait le Syndicate, comme le syndicat. Et donc on se rencontrait là-bas et ils étaient un peu plus vieux que nous, ils avaient commencé un peu avant nous. Et quand ils nous ont vu débarquer, ils se sont dit c'est quoi ces troupes là, ces petits là qui veulent ici, qui viennent ici se la jouer. Donc la rivalité c'était au niveau des spectacles, parce qu'il y avait des spectacles dans ces boîtes de nuit, on se rencontrait souvent aussi dans les lycées, les collèges. Et c'était vraiment de la rivalité, mais c'était purement artistique. Il n'y avait pas de haine ni quoi que ce soit, mais chacun essayait de prouver à l'autre qu'il était le meilleur. Et donc, voilà, la vie étant ce qu'elle est, on a traversé l'année blanche. Il y a eu des grèves très très violentes ici au Sénégal, au niveau des lycées et de l'université. Et c'était ce qu'on appelle la classe 88. Il y a eu l'année blanche, les invalides, tout ça. Et ses partenaires sont allés en France pour poursuivre leurs études. Et mon cousin à moi, avec qui je rappelais aussi, lui aussi est parti en France. Donc on s'est retrouvés tout seuls, tous les deux. Et on s'est dit, bon, ce qu'on va faire, on va se mettre ensemble et puis on va créer un groupe. Et on a appelé ce groupe Positive Black Soul parce que c'était dû à nos influences. On lisait beaucoup, des auteurs comme Cheikh Anta Diop, tous les grands panafricanistes, c'était nos modèles, tout ça. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va faire un groupe, on va répondre au gouvernement qui nous traite de jeunesse malsaine. On va parler pour les jeunes, pour les étudiants, les élèves, mais pour toute la jeunesse et pour tout le Sénégal. Et voilà quoi. Et de fil en aiguille, on squattait un peu les lieux culturels, là où les gens se rencontraient, là où il y avait des décideurs, tout ça, comme le centre culturel français, qu'on appelle maintenant l'Institut français. Et c'est comme ça qu'on a rencontré plein de gens et qu'on a commencé notre groupe. Jusqu'à cette fameuse invitation de Baaba Maal sur un de ses albums, où les gens de Island Records de Londres nous ont remarqué, nous ont fait venir en Angleterre pour nous signer un contrat de disque. Et puis, la rencontre avec MC Solar aussi, c'était très significatif. Après ça, on a été invité en France. On a joué, je crois que c'était au Divan du Monde. Non, pas d'accord ou Divan? Au Bataclan.
Et on avait fait forte impression. Et on a su créer notre réseau. Parce que c'est vrai que la musique, au début, c'était une passion. On le faisait parce qu'on avait vraiment le temps, puis qu'il y avait des grèves et tout ça. Moi, perso, je n'ai jamais pensé que je serais musicien. C'était pas ça mon rêve. Mon rêve, c'était de faire de l'aviation, être pilote, voilà, et tout ça. Lui, j'imagine, c'était bon, dans les années militaire, ça se voit. Voilà, et voilà quoi, la vie étant ce qu'elle est, comme je disais, ben, on s'est retrouvés là-dedans, on y a pris goût, et les gens aussi de notre entourage proche nous ont encouragés. Ouais, vous avez du talent, vous avez une belle plume, et ce que vous dites c'est important, vous parlez pour les jeunes, vous êtes dédiés, au vrai sens du terme. Et on a eu cette chance de faire partie d'une compilation aussi, de la Revue Noire, qui s'appelait Dakar 92. Et nos toutes premières paroles sur un support chronographique, c'était Nous PS, Nous PDS, Nous PDS. C'était pour dire à l'État qu'on n'est pas du Parti Socialiste ni du Parti Démocratique, on est du Parti Positif Black Soul, PBS, Parti de la Jeunesse. Et ça fait tilt. Et là, tout le monde vraiment a accroché. Et notre carrière, elle a démarré ainsi. On a eu la chance de rencontrer des gens très importants et on a compris très tôt qu'il fallait s'entourer des bonnes personnes. Des personnes expérimentées, des personnes qui décidaient. On n'a pas hésité à aller vers eux, c'était dur parce qu'on se tapait des kilomètres des fois à pied. Des fois, voilà, on rentrait dans le bus sans payer. Pas tout le temps, des fois on avait un petit truc, on prenait le taxi, on se la jouait. Mais bon, voilà, pour vous dire qu'on a vraiment rampé. Mais là où on a eu vraiment de la chance, c'est d'avoir eu cette idée de s'entourer des bonnes personnes. Ce n'était pas tout le temps des personnes forcément dans la musique, mais c'était des personnes qui avaient une grosse culture, des personnes qui pouvaient nous apprendre beaucoup, même pour nos signatures de contrat, tout ça. Quand on négociait avec les gars, ils nous regardaient comme si on était sortis d'une école de commerce, parce qu'on avait pris tous les renseignements. On avait parlé aux bonnes personnes qui nous ont dit, quand vous serez face à eux, dites ça, 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 ça. Et c'est comme ça que PBS est né. On a eu vraiment cette chance de parcourir le monde. Ce qui nous a le plus marqué, c'est l'Afrique. On a fait le monde entier, hein, mais l'Afrique, on a fait plus d'une quarantaine de pays grâce à notre musique. On a rencontré d'autres jeunes, d'autres, je dirais pas d'autres cultures, mais d'autres sensibilités, parce que pour moi, l'Afrique a une culture commune, avec ses diversités, ses différences. Et on a parcouru le monde, on a rencontré des gens vraiment qui nous ont élevés vers le haut. Et franchement, on a aussi rencontré des gens pas sympas, mais ça nous a motivés. Ça nous a motivés, et c'est un peu ça l'histoire. Il y a tellement de choses à dire, je crois que je vais m'arrêter là. Voilà. On y est passé la nuit, si on entre dans les détails, mais je voudrais poser comme une question dans ce storytelling. Cette partie justement de création, de fusion entre les deux groupes, je suppose que vous étiez totalement en auto-management. Vous faisiez vous-même l'administration, le management de votre groupe. Oui, on va répondre à cette question. Très peu de gens travaillaient en nous, même nous des fois on doutait un peu. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Mais comme je disais, on prenait des conseils. On prenait des conseils, on allait dans les lieux où ça se passait. Hein, les lieux où il n'y avait pas que des artistes, il y avait des managers, il y avait des gens de la presse, il y avait des gens vraiment de la culture en général. Et on a appris à négocier les contrats, on a appris à éviter les pièges, tout ça. Et après, on s'est dit que bon, si on veut vraiment faire carrière, il faut qu'on soit organisé. Parce que pour beaucoup, nous, ce qu'on fait en ce moment, c'est juste un jeu, c'est pour passer le temps. Mais on sait qu'on peut y arriver et qu'on peut être très représentatif de cette jeunesse sénégalaise, de cette jeunesse sénégalaise africaine. Mais aussi qu'on peut en faire un métier. Et que tout le monde le sait, hein, le gros problème de ce monde, c'est de l'argent. C'est l'argent, et avec notre musique, on pouvait gagner de l'argent, investir, faire travailler d'autres gens et produire d'autres groupes éventuellement. Et c'est pour ça qu'au dès nos premiers sous, on a commencé à produire d'autres groupes, à faire des compilations et ouvrir un business voilà, qui tourne autour de la musique. Pour revenir sur le, peut-être Didier voulait compléter quelque chose, oui. Oui, donc pour dire que les premiers sous qu'on a eus, on a acheté un fax. Parce que pour parler aux maisons de disques, et quand il y avait des contrats, ils t'envoyaient des fax. Mais maintenant, il n'y en a plus, ça n'existe plus, maintenant c'est par email.
Mais nous, le premier investissement, c'est le fax. Et donc, tu attends que le fax commence à crépiter. Et là, tu sais qu'on va t'envoyer une proposition. Et comme il disait, comment on a appris à négocier nos contrats. Quand on est arrivé en France la première fois, c'est la Gazelle qui était manager de Youssoulo, qui nous a présenté le manager de Solar. Elle nous a présenté le manager de Tonton David. Ces gens avaient entendu parler de nous. Comment, je ne sais pas, mais ils avaient tous entendu parler de nous, ils étaient contents de nous voir. Et ensuite, on a connu le manager de IAM, qui avait Bouna Melounseï, qui était son mentor. Donc, ce qui se passait quand on avait une proposition de contrat, on montre à la Gazelle, elle fait des annotations, elle nous explique pourquoi les annotations. On prend le même contrat, on envoie au manager de IAM. Lui aussi fait des annotations. Nous aussi, on marque. On envoie ça au manager de MC Solar. On marque. Parce qu'à l'époque, on négociait avec Mamadou Conté, mais on n'était pas encore d'accord. Parce que quand il est venu nous dire je veux vous signer, on lui a dit bon, d'accord, tu nous donnes 100 millions d'avance. Quoi? Je me rappelle, on est entre 93 et 94, on lui demande 100 millions. On lui demande une Mitsubishi intercouleur. Mamadou nous a rappelé ça toute sa vie. Et on lui dit donne-nous ça comme avance et puis tu nous combien de dates tu nous proposes par année. Il nous a dit les petits là sont fous. Bref, on était dans ces négociations. Donc ce qui faisait que quand nous nous envoyons les propositions de contrat, parce que ça commençait très tôt, entre Polygram à l'époque, il y avait Virgin, il y avait deux labels et Island. Donc on était un phénomène. Donc tout le monde nous demandait. Donc ce qu'on faisait, tu m'envoies le truc, on s'assoit, je dis bon voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et boy, on peut avoir plus. Lui il me calme, il me dit boy, tu exagères, boy, lui boy, bah, boy, parce que c'était des gros sous. Je dis non, viens, on renvoie le facteur, on dit, tu as vu, il y a tel qui a proposé tant. Si toi tu t'alignes, peut-être qu'on va voir. Mais sache qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui va faire une proposition. Donc, on a fait jouer des trucs comme ça. Voilà pourquoi on a eu des premiers contrats qui étaient astronomiques. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu cet argent, mais aucun de nous n'a jamais voulu vivre en Europe. Parce qu'on a commencé à calculer cet argent-là, si tu le multiplies par la différence, parce que voilà, on s'est dit, mais c'est beaucoup d'argent. Donc on va amener ça chez nous. Si on vit en France, on va pas profiter de cet argent. Ou bien à Londres. Parce qu'on nous a proposé de vivre à Londres. C'est vrai qu'un pound, c'était déjà pratiquement 1000 francs. Mais on s'est dit, donc, un pound, c'est 1000 francs. Donc si tu as 10 000 pounds, tu multiplies par 1000. Si tu as 50 000 pounds, tu multiplies par 1000. On a qu'à rentrer au village. Les gens, nos copains, étaient fâchés contre nous. On a refusé de vivre à Londres. On a refusé de vivre à Paris. Après, en 96, quand on allait faire l'album New York Paris-Dakar, ils nous ont dit, mais peut-être les États-Unis. On a dit, on rentre au village. Dollar, là, si tu multiplies, c'est beaucoup. Donc, chaque fois, c'était ça qui nous intéressait. Et puis, on voulait rester vrai. On ne voulait pas être aux États-Unis et parler du Sénégal. Ça n'avait aucun sens. Il fallait être vrai. Parce que dans le hip-hop, nous on vient de la première école de hip-hop. On a été b-boy, c'est-à-dire on a été dans la Zulu Nation. Nous, c'est la philosophie de Africa Bambata. Peace, unity, love and having fun. Donc, il faut être real, on revient à Dakar. Et là, si tu parles du pays, tu sais de quoi tu parles. Et puis les gens qui nous ont formés, qui étaient des grands frères de la gauche, nous ont donné, c'était beaucoup de disciples de Cheikh Anta. Donc, dans nos têtes là, c'est ici que ça se passe et personne ne va faire le combat en place. Très tôt, on a eu une formation politique et idéologique, sauf qu'on n'a pas voulu faire de la politique, mais on a voulu rester très politisé. Et ça, c'est quelque chose qu'on a assumé, comme il le dit dans l'UPS, l'Union PBS. Mais c'est vrai que dans Tiyokon, on avait ajouté Kounyoubogossou dans les boules. Il fallait que ce soit clair. Et c'est pour ça qu'on a pris cette trajectoire. Et je vais vous donner une autre anecdote. Moi, c'est 96 ou 97 à Brazza. 96, 97. 97, hein? Ouais.
Donc on est à Brazzaville, on fait un show le mercredi au Centre culturel français. Et dans la nuit du mercredi à jeudi, on entend beaucoup de bruit. Dans la nuit, bon, on est tous dans nos chambres et tu entends, moi ma chambre était en face de sa chambre. Et comme lui, il a toujours les machines, les jeux là, genre PlayStation, c'était quoi, Nintendo Sega. Bon, j'ai dit, voilà, les gars, là, ils font trop de bruit. Je vais dans sa chambre. Mais c'est quoi votre bordel? Je vois tout le groupe dans la chambre là. En fait, la guerre avait démarré au Congo. Donc nous, on est bloqués dedans. On est resté 2 jours bloqués. La veille, on était avec la famille Maïdoukou. On était contents de se revoir. Et la guerre a commencé. Le lendemain, au petit déjeuner, on nous dit ne sortez pas. Parce que dehors, là, la nuit, on nous a dit que c'est des militaires qui tirent en l'air parce qu'il y avait une fête. Le lendemain, on nous dit ne sortez pas, il y a des problèmes dans la ville. La deuxième nuit, on nous dit yo, il y a une attaque. Donc on a été bloqués. Et grâce au chauffeur et à François Bélorger qui nous avait découvert ici en 92, on a pu sortir in extremis de Brazza en prenant le dernier Air Afrique qui avait décollé de Brazza. On est allé à Pointe-Noire et de Pointe-Noire, on a pris un jet privé qui nous a amenés. C'est la première fois que vous imaginez nous autres là, tout petit comme ça, le jet privé. Pour aller de Pointe-Noire à Libreville où on a passé la nuit pour retourner au Cameroun. Donc quand je vois des petits squares dans le jet privé, j'ai dit non, on a pris jet privé avant. On a fini avec ça. Pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Donc c'est pour ça, je veux dire, plus bien, ça a été une histoire formidable. On remercie Dieu de nous avoir mis sur le chemin de gens comme Mamadou Conté, parce que en fin de compte, on est venu chez lui et il nous a éclairés. Et il avait mis autour de lui beaucoup de jeunes. Vous l'avez amené notre manager, notre Gomis. On a retrouvé des Luc Maïtougou entre-temps qui est revenu, et beaucoup de grands managers. Et je veux dire aussi qu'au Sénégal, chaque fois qu'on avait un contrat, quel que soit le contrat, on allait voir Bouyendoy, manager d'Ismaël. On allait voir aussi, comment il s'appelle, un ancien manager de Youssou. C'est pas celui qui était à Getafe, comment il s'appelle? Comment tu appelles? Soudana. C'est pas Latif? Non. Hein? Latif? Ouais. Latif. Latir. Grand Latir. Donc, on allait voir tous les grands qui connaissaient ce métier, c'est eux qui nous lisaient nos contrats, qui nous faisaient des annotations. Donc, c'est ça qui nous a aidés à pouvoir lire les contrats. Et que ce soit un contrat de disque, que ce soit un contrat d'édition, le fait d'avoir différentes personnes qui nous lisaient nos contrats, mais ça finissait toujours chez un avocat. Je le dis parce que c'est important qu'on sache que même si tu as beaucoup d'expérience, un avocat, dans le domaine, c'est son métier. Tu peux avoir beaucoup d'expérience. Et à un moment, on en avait beaucoup. Mais ça finissait toujours chez les avocats. Mais ça ne nous a pas empêché de nous faire piéger aussi. Oui. Voilà. On n'a pas eu que des victoires. On a eu aussi des échecs fantastiques. Mais on préfère ne pas raconter les échecs. On préfère vous raconter les victoires. Mais pour revenir à l'histoire aussi, on a eu la chance musicalement d'être accompagné. Parce qu'on ne connaissait rien du tout à part nous mettre l'instru dans la chambre, faire du thé et rapper dessus. Les premières maquettes, c'est grâce à Daniel Gomez, qui était un des premiers à savoir faire de la musique assistée sur ordinateur. Aujourd'hui, à son âge, c'est un des meilleurs sur tout ce qui est musique avec IA. Donc je tiens à ce qu'on félicite M. Daniel Gomez ici. Donc mon premier beatmaker, c'est Daniel Gomez et Aziz Dien. Et Jay-Z aussi avait fait quelques beats pour nous. Donc voilà, c'était une histoire formidable. On a eu des hauts et des bas, comme je vous ai dit, on n'a pas que des victoires. On a eu les moments aussi, on a fait les cons, clairement. Mais je pense que ça fait partie de notre expérience et de notre manque d'expérience de la vie, tout simplement. Et aujourd'hui, on est très content, 37 ans après, de pouvoir raconter cette histoire avec ses hauts et ses bas. Et d'ailleurs, on prépare un film qui va raconter toutes ces péripéties
avec tout ce qu'il y a de beau et de moins joli, mais qui mérite d'être raconté. S'il veut aller loin avec cette voiture, il a intérêt à avoir un manager. Maintenant, beaucoup choisissent de ne pas avoir de manager parce qu'ils pensent que voilà, ils maîtrisent. D'autres, je vais dire carrément parce qu'ils sont radins. Ils veulent gagner beaucoup d'argent mais ne veulent pas payer les autres. Et un manager, bon, voilà, c'est celui qui te couvre, c'est celui qui te met à l'aise pour que tu sois concentré sur ton art, sur ta musique. Et tu n'as pas à t'occuper de paperasse et tout ça. Donc si tu as un bon manager, maintenant, tout dépend de la discussion, des accords que vous avez eus, mais il t'enlève un gros poids pour que tu sois vraiment focus sur ce que tu fais de mieux. Et voilà, par exemple, on sait tous comment ça se passe pendant les tournées, tout ça. Même des fois, il fait plus que du management parce que des fois même, il fait, comment on appelle ça encore? Babysitting. Il fait babysitting parce que quand il t'arrive quelque chose, c'est ton manager en premier qui va essayer de contacter les trucs. Il fait même du room service. Tu as besoin de quelque chose, il est dans ta chambre d'hôtel, tu l'appelles, tac, tac. Donc, le management, c'est, pour moi, je dirais même pas, je dirais que c'est obligatoire, en tout cas pour un artiste qui veut aller loin, parce que c'est lui qui organise tout, qui te met dans ton confort pour que tu sois productif et vraiment zen à l'heure d'exécuter ton art. Oui, ce que je peux ajouter, c'est que en début de carrière, quand on est en train de créer une œuvre, on n'a pas forcément besoin de ce manager. Il faut qu'il y ait un produit à vendre, à manager. Ce produit, ça peut être une tournée, ça peut être un disque, ça peut être... C'est là qu'il sera efficace. Mais si déjà, au début, tu veux prendre quelqu'un qui n'y connaît rien, parce que ton ami qui est allé à l'université, c'est pas un manager, c'est ton copain. Un manager, la plupart de nos managers ne sont pas formés. C'est le gars en qui c'est l'homme de confiance. Mais au-delà de ce contrat de confiance, il y a une réalité du métier qu'il faut connaître. Donc il ne faut jamais oublier la différence. Quelquefois, tu n'as même pas encore. Tu vois un jeune qui vient chez toi, il est en train de commencer ses maquettes. Il dit voilà mon manager. Mais qu'est-ce qu'il va manager? Et après, tu vas te fâcher avec lui parce qu'il ne t'a rien dit. Mais tu n'as rien à proposer encore. Il faut que tu aies un volume pour qu'on puisse organiser et manager ce volume d'activité, ce volume de création, de créativité, que ce soit pour le live, que ce soit pour le disque, que ce soit pour le publishing. Mais il faudrait quelque chose sur la main du manager. Et quelquefois, l'artiste qui est en mode maquette se dit mon manager est nul, il ne m'a rien trouvé. Mais tu ne lui as rien proposé. Il ne peut pas vendre du vent non plus. Il faut que tu aies quelque chose à mettre sur la table pour qu'il puisse le vendre. Et puis, très souvent, on a l'impression que le manager doit tout faire pour nous. On se trompe aussi. Si tu ne fais pas ta part du métier, le manager ne peut pas inventer ce qui n'existe pas. Il manage ce qui existe. Et après, on confond le manager avec son boy, avec sa bonne, va me chercher, c'est pas ton VMC. Son serviteur. C'est pas ton VMC. Et tu dois le payer. C'est du business. C'est pour ça, souvent, l'erreur de prendre le grand frère du quartier ou bien ton cousin, ça va amener des problèmes. Parce que quand l'argent va commencer à venir, tu vas dire pourquoi sur les 10 millions qu'on me donne, je dois lui donner, je ne sais pas moi, 15% de ces 10 millions. Mais il n'a même pas chanté, il n'a pas dansé, il a juste parlé avec les gars et je vais lui donner. Et les premières cassures dans notre carrière, c'est ça. Pourquoi je dois donner au manager autant? Et le manager trouve que l'artiste est un traître, parce que l'artiste n'est pas reconnaissant. Tout ce qu'il a fait, il lui a lavé les caleçons, il lui a appelé la gueule. Mais ce n'était pas son métier. Donc il faut qu'on soit très clair. Quand le gars travaille, tu lui dois un truc. Et ce n'est pas ton babysitter. Voilà. Les 15% qu'il prend, ou bien quels que soient les chiffres sur lesquels vous êtes tombés d'accord, c'est pour un vrai métier que tu dois respecter. Mais ne va pas prendre ton copain du quartier
ton grand frère du quartier. Nous, on était obligés de prendre des grands frères qui avaient soit un peu plus de buzz, soit qui sont allés un peu plus à l'école que nous. Ou bien l'autre qui parlait un peu bien anglais, là. Tu vois? Il t'impressionne, tu dis Joe. Non, il faut que tu passes ton manager. Toi, tu passes bien. Mais Djamougo, il ne sait pas. Tu lui donnes un contrat, il ne peut pas lire entre les lignes. Tu vois? Donc il y a beaucoup de carrières aussi où il y a des drames entre l'artiste et le manager parce qu'à un moment, les bases n'ont pas été les bonnes. Donc il faut prendre un manager au moment où on a quelque chose à manager. Mais laisse-moi rendre hommage aussi au premier conseiller qu'on a eu, c'était Farman Bazouka et Ibagé Massa, quand on venait au centre culturel français. Les grands frères étaient là, il y avait les Gilles, les Luc Toadé, les Lutsei. Donc on a eu la chance d'avoir beaucoup de grands frères comme ça qui nous ont beaucoup conseillé aussi. Et pour la petite histoire, on allait tous les jours pratiquement au centre culturel français. Et quand on avait faim, on achetait Tchakri, c'était 50 francs, il y avait une dame qui vendait ça là-bas, juste devant la porte. On ne parle pas tout. Moi non plus. Et ça, c'était pour nous, c'était un vrai bonheur ce Tchakri. On appelait ça la bouillie. Parce que beaucoup de gens, gars, n'ont pas Tchakri de nuit, de quoi. Bah alors, tu as acheté la bouillie, oui, tu as acheté la bouillie. Mais c'était le Tchakri de 50. Et puis après, il y avait encore 50 francs, ça c'était pour le carabine, pour rentrer. Et ça, on l'a fait tout le temps. Donc, je veux dire, ce métier-là est tellement beau. Et les moments d'échec sont des moments de belles expériences à avoir avec soi pour voir mieux le futur. Le manager de Steve Wonder, c'est lui qui nous a dit, c'est bien beau ce que vous faites, vous rappelez bien en français, vous rappelez bien en anglais, mais il faut vous calmer, vous n'êtes ni américain ni français. Et votre premier public, il est ici, s'il ne vous comprend pas, ça sert à quoi? On va vous dire, vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes fort, mais vous ne ferez pas carrière parce que vous ne pourrez jamais faire mieux que les anglophones en anglais, vous ne pourrez jamais mieux faire que les francophones en français. Mais aussi, eux aussi, ça part un peu en Wolof, donc utiliser les trois langues. Et on a vu que ça nous ouvrait vraiment des portes à l'international, on l'a fait. Mais le premier langage, c'est la musique. Super important parce que aussi, sur les artistes, ils se disent qu'ils veulent évoluer au niveau international, et alors que même ici, au niveau local, ils ne veulent pas se structurer. Et raison pour laquelle aujourd'hui, je vais demander tous les artistes, bon, il y a quelque chose là qui se passe, il faut venir écouter ce que je dis. Parce que beaucoup d'artistes sont en train de dire, oui, franchement, ça ne marche pas, sur les managers ne sont pas formés, il n'y a pas de manager au Sénégal. Et moi, je joue le rôle de l'intermédiaire. C'est mon gars, des fois, ils ont si pic grand, ils ont abonné, oui, ce grand-là, ils ne nous aident pas. Ils nous aident pas. Sinon, maintenant, je vous pose la question. Est-ce que c'est vous qui n'aidez pas ou c'est les musiciens qui ne font pas le truc? Donc voilà, c'est ça la question que je pose. En règle générale, ce n'est pas tant de fois le nombre que tu tombes qui est important. C'est le nombre de fois que tu as su te relever. Donc, si tu veux inspirer des gens, ne raconte pas toujours les histoires où tu t'es cassé la gueule. Si tu as plus de temps, là oui. Mais dans un cas comme ça, je préfère inspirer. Je préfère donner l'envie de réussir, de faire rêver. Si je te montre déjà la face sombre de l'affaire, non, tu vas changer de métier. Ça n'a pas été simple. Vous avez vu rapidement, l'histoire est connue. À un moment, on s'est séparés parce qu'on ne s'entendait plus. Est-ce qu'on en est fier? Non. On n'en est pas fier. Mais on a su se relever. C'est ça qui est important. Est-ce qu'on va raconter comment ça s'est passé? Jamais on va le raconter. Parce que quand on est frère, on ne trahit pas les secrets de famille. Les gens se sont fait des films. Mais ça, c'est notre histoire. On ne va jamais parler de ça. Les gens ont fait, voilà son histoire. On a tout entendu. Moi, à part que je suis tombé enceinte, et ça, je peux comprendre les gens qui en doutent quand je vois mon ventre. J'ai tout entendu. Mais je n'écoute pas. Ce n'est pas que je n'entends pas, mais je n'ai pas le temps de faire attention à ça. Comme dit Dre,
Voilà. Donc, à part ça, on préfère rester sur les histoires positives. Ce groupe a été créé justement pour montrer tout ce qu'il y avait de positif dans la noire. Pas rester sur les exemples négatifs. Mais nous, on est l'exemple que Joe, notre histoire n'a pas été simple. Beaucoup, nos grands frères nous connaissent ici. Ils ont vécu toutes nos histoires et nos drames. Ils sont là, Daniel a vécu, Ibadé a vécu, Amoul, ils sont venus faire des interventions, Papi Fall est là, il nous accompagne. Tout le monde est venu intervenir dans nos histoires. Mais ce qui est important, Luc est là. Ce qui est important, c'est que jusqu'aujourd'hui, 37 ans après, on prend du bonheur à vivre ensemble et que nos familles sont ensemble, nos enfants sont ensemble, nos petits-enfants sont ensemble. C'est ça qui est pour nous. Tes petits-enfants. Bon, bref. Et c'est ça qu'on veut plus transmettre que nos... Mais bientôt, on va raconter certaines histoires. Mais il y a des choses qu'on ne va jamais raconter. Ça, c'est comme ça. Mais bon, ça, oui, il y a beaucoup de gens qui nous disent non. Toutes les personnes qui viendront vers nous nous demandent des conseils. On a le devoir de le faire et on le fait. Maintenant, on ne peut pas aller vers tout le monde. Avant, on était un petit groupe de rappeurs. Au début, quand on était très peu de rappeurs, on s'est dit on va faire une compilation, mettre le maximum de gars dedans pour qu'on crée un mouvement. On a fait Sénérap 1, on a fait Sénérap 2. C'est les premières compilations de rap au Sénégal. Parce qu'on avait besoin de créer un mouvement. Et tout ces gars, on les a accompagnés. Et les playgrounds basketball. Les playgrounds basketball, on a fait jouer sur nos scènes, c'était le tremplin. Mais par contre, tu ne peux pas faire ça tout le temps avec tout le monde. Maintenant, n'importe quel ami, petit frère, collègue qui viendra vers nous, on te dira ce qu'on sait de ce métier. Si on ne sait pas, on te dit, va vers tel, lui peut-être connaît. Mais c'est vrai que beaucoup de gens s'imaginent qu'on est inaccessible ou bien qu'on ne va pas partager notre expérience. Donc, il n'y a pas de... Tu ne peux pas bloquer. On a beaucoup entendu, ouais, les Awadis là, ils bloquent. C'est eux qui nous bloquent. Tu penses que moi, je peux bloquer la mer avec mon bras, aller dans toutes les radios, ne joue pas la musique de tel, dire à tous les promoteurs, cet artiste-là a du succès, mais ne le prends pas dans ton festival. À cette maison de disques qui voit son intérêt dans ton produit, ne cite pas cet artiste. En fait, c'est des fantasmes que tous les artistes ont eu au début. Nous, au début, quand on a commencé, tu nous parlais de Youssoudo et non grand Michel. C'était automatique. Parce que, voilà, notre esprit, notre horizon s'arrêtait là. Mais quand on a découvert nous-mêmes ce qu'est ce business, on s'est dit peut-être qu'on s'est planté par rapport à comment on a jugé ces grands. Et on est allé le voir, et il nous a aidés, et il nous a conseillé. Et jusqu'aujourd'hui, on continue de le faire. Il dit, nous, la chance qu'on a eu Mbassounian et Babomal qui nous ont aidés, Bouye et Ismaëlo qui nous ont aidés, on m'appelle les Condés qui nous ont aidés, tous, on allait fatiguer les grands tous les soirs. Les gars, ils nous voient, les petits là sont encore là. On vient, on marche d'un quartier à l'autre pour te poser une question, et puis on retourne. Voilà.